Salut ma gueule, c'est John Michael et j'ai un truc génial pour toi aujourd'hui, quelque chose qui va faire du bien à tes papilles gustatives. Ça t'arrive de te sentir écrasé par la vie, comme si t'étais au beau milieu d'une rencontre impromptue entre Godzilla et Kong? Pas facile de tenir le rythme entre le boulot, le sport et la vie sociale. Résultat, tu négliges ton alimentation, tu tombes dans la facilité en commandant de la malbouffe, ou pire, tu sautes des repas. Et soyons honnêtes, tout ça c'est pas l'idéal mon con. Heureusement j'ai la solution pour toi, et cette solution c'est YFood. YFood, c'est un assortiment de bars et boissons nutritives qui vont te donner un boost d'énergie pour 3 à 5 heures. Fini les commandes de burgers quotidiennes, avec YFood tu vas pouvoir faire une pause véritablement revigorante sans tomber dans le piège de la malbouffe. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan, et c'est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Et en plus c'est bon, la boisson vanille est à tomber, café glacé aussi d'ailleurs, et ça t'apporte un gain de caféine naturel, il y en a pour tous les goûts. Et du côté des bars, c'est tout aussi bon. Avec leurs 25 vitamines et minéraux, elles constitueront l'encas idéal et t'offriront 2 à 3 heures de satiété. Et j'ai bien évidemment une offre spéciale rien que pour toi, ma gueule. Du 15 au 17 novembre inclus, c'est le Black Friday chez YFood. Profite de 22% de réduction sur tout le site grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. Cerise sur le gâteau, les frais d'expédition sont offerts sur les packs découvertes et sur toute commande supérieure à 30 €. Alors n'hésite plus, parce que bien manger c'est important, mais bien manger à prix cassé c'est encore mieux. À bientôt, ma gueule. Le 14 octobre 2015, les studios Legendary et Warner annoncent un ambitieux partenariat comprenant plusieurs films centrés autour des deux monstres géants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Godzilla et King Kong. En 2014, un premier film centré sur Godzilla avait atterri sur les écrans, permettant à Legendary d'évaluer l'intérêt du public pour les monstres géants. Et le succès ayant été au rendez-vous, les têtes pensantes du studio commencèrent rapidement à planifier la suite des opérations. Et ce qui découla de ces réflexions ne fut rien de moins que la création d'un univers partagé dans la veine de l'univers cinématographique Marvel, le Monsterverse. Il y eut d'abord Kong Skull Island en 2016, puis Godzilla Roi des Monstres en 2019. Deux films qui eurent pour objectif de préparer le terrain pour un projet d'envergure, la confrontation tant attendue entre les deux titans. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler de Godzilla vs Kong. Et si vous voulez gagner ces magnifiques lingots Godzilla et Mechagodzilla en édition limitée offerts par le site Fanatic, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti! C'est en mars 2017, alors que le tournage de Godzilla Roi des Monstres se préparait, que Legendary initia le développement de ce qui devrait constituer le point culminant de la saga. Sauf qu'en coulisses, des interrogations se faisaient sentir, notamment autour de Godzilla Roi des Monstres, un film d'une ambition démesurée et peut-être même excessive. Avec ses affrontements titanesques impliquant Godzilla, King Ghidorah, Rodan et Mothra, une question cruciale se posait. Comment aller plus loin en termes de grand spectacle? Était-ce seulement possible? Pour répondre à cette question, Legendary suit le même procédé mis en place sur Godzilla Roi des Monstres et met en place une salle des auteurs au sein de laquelle prendrait forme histoire, personnages, thématiques, lieux et morceaux de bravoure principaux du film. Et cette salle serait dirigée par le vétéran Terry Rossio, scénariste souvent associé à son partenaire Ted Elliott, absent ici, et qui compte sur son CV de nombreux classiques du film d'aventure tels que Le Masque de Zorro, mais aussi et surtout les 4 premiers opus de Pirates des Caraïbes. Et Rossio s'est également illustré dans l'animation, puisqu'on lui donne notamment Aladdin, La Planète au Trésor et Shrek. Et s'il devrait cette fois-ci composer sans son BFF Ted Elliott, ce projet allait cependant marquer des retrouvailles entre lui et un vieux copain, Godzilla. Car plus de 20 ans auparavant, Ted Elliott et lui avaient été engagés par Sony pour rédiger le scénario du Godzilla de Jan de Bont, un script qui fut finalement abandonné lorsque Roland Emmerich prit les rênes du projet. Godzilla vs Kong offrirait donc à Rossio l'opportunité de finalement poser sa patte sur le monstre géant. C'était sa petite vengeance sur la vie quoi. Dans la salle des auteurs, J.D. Payne et Patrick McKay, auteurs de Star Trek Beyond, Lindsay Beer, Kat Vasco qui a œuvré comme productrice consultante sur Secret Invasion, Tia Snowlin qui a écrit les 3 opus de Labyrinthe et Pacific Rim Uprising, Jack Paglen qui fait partie des 58 auteurs ayant préparé la rédaction d'Alien Covenant, et J. Michael Straczynski derrière la série Babylon 5 mais aussi Sense8 qu'il a co-créé et co-écrite avec les sœurs Wachowski. Bref, beaucoup de monde, hein. Heureusement qu'ils se sont pas lancés dans l'adaptation de Guerre épée les gars. Une fois tous les éléments bien définis, Terry Rossio se lance dans l'écriture d'un premier traitement qui est immédiatement validé par Legendary. Au même moment, en mars 2017, Legendary se met en quête d'un réalisateur et entre en contact avec Adam Wingard. Et dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, qui c'est Adam Wingard? Wingard est à l'origine issu du mouvement Mumblecore, un sous-genre du cinéma indépendant américain qui se présente comme une sorte de descendant de la nouvelle vague. Une nouvelle vague quoi. Le but du mouvement, bousculer l'ordre établi en créant des films avec des bouts de ficelle qui mettent l'accent sur des personnages jeunes se posant des questions d'ordre existentiel et privilégiant des dialogues ancrés dans le naturalisme, se laissant même souvent guider par l'improvisation. Et pour la petite anecdote, Greta Gerwig est également issue du mouvement. Wingard démarre donc sa carrière à la fin des années 2000 où il enchaîne les films d'horreur à bas budget, Homesick, Pop Skull et A Horrible Way to Die. En 2011, il co-réalise et co-écrit la comédie dramatique auto-érotique, enchaîne avec l'anthologie What Fun We Were Having, puis fait son retour à l'horreur en 2012 en réalisant des sketchs pour les anthologies horrifiques VHS 1 et 2 et The ABCs of Death, ainsi que le percutant Your Next qui impressionne un certain réalisateur néo-zélandais. Peter Jackson, un petit mec qui débute.
Et Peter Jackson est tellement impressionné qu'il lui offre carrément la mise en scène de Skull Island, la suite de son remake de King Kong. Un projet qui ne verra finalement pas le jour puisque c'est Legendary qui prendra la main dessus pour en faire le Kong Skull Island qu'on connaît désormais. Wingard se remet cependant rapidement de cet échec et hérite d'une enveloppe un poil plus fournie que d'habitude pour mettre en scène la curiosité qu'est The Guest avec Dan Stevens. Un acteur qu'on a pu voir dans la série Légion qu'il faut absolument regarder parce que c'est trop de la balle comme on disait dans les 90s. En 2016, il offre un coup de jeune à la franchise Blair Witch avec un film clairement pas indispensable mais plutôt bien fichu qui engrange un retour sur investissement respectable à défaut d'être spectaculaire avec 45 millions de dollars récoltés pour un budget de seulement 5. 5 millions hein, pas 5 $. Le film le place sur le radar de Netflix qui l'embauche pour réaliser Death Note, piètre adaptation d'un manga brillant qui sortira fin 2017 pour le plus grand malheur des fans du manga et du bon goût en général. Parce que c'était bien nul. Enfin bref, c'est donc ce gars-là que Legendary met à la barre de Godzilla vs Kong. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette proposition ne sort pas de nulle part. C'est un choix que l'on doit en réalité à Mary Parents, alors à la tête du studio et qui avait été impliquée dans le projet Skull Island développé par Peter Jackson. Pour elle, le fait que Jackson ait fait confiance à Wingard était révélateur, démontrant qu'il avait la sensibilité et les épaules pour mener à bien un tel projet. Et face à cette proposition, l'enfant qui est en Wingard ne peut résister. Il accepte donc immédiatement, ravi de se voir confier l'opportunité d'apporter la réponse à l'éternelle question: qui est le plus fort entre King Kong et Godzilla? En arrivant sur le projet, Wingard a le plaisir de constater que Terry Rossio partage le même objectif que lui, satisfaire à la fois les fans de Godzilla et ceux de Kong. Il était en effet certain que ces derniers se comporteraient comme des supporters passionnés, souhaitant ardemment que leur monstre préféré ressorte victorieux. Wingard et Rossio tenaient donc farouchement à ce que chaque spectateur ressorte de la salle avec le sentiment d'avoir vu sa créature favorite briller à l'écran. Ceci étant dit, Wingard avait bel et bien l'intention d'apporter une réponse définitive à la grande question. Hors de question de se défiler, il y aurait un vainqueur. Lorsqu'il prend les rênes du projet, le réalisateur commence par revoir tous les films Godzilla et tous les films King Kong. Et deux d'entre eux vont particulièrement retenir son attention. Godzilla vs Destroya, sorti en 1995, et le King Kong de John Guillermin de 1976. Pour lui, ces deux films partageaient un aspect capital, à savoir des séquences chargées d'émotions. Un modèle qu'il comptait donc suivre pour la conception de son propre film. Parce que même dans un film avec des gros monstres qui font la bagarre, on peut trouver de l'émotion. Pour Wingard, le héros du film n'est pas un personnage humain, c'est Kong. Le gorille bénéficiera donc d'un temps de présence conséquent qui, contrairement à Skull Island, ne se limitera pas au seul point de vue des personnages humains. C'est son point de vue à lui qui primera. Et il sait exactement comment traiter le gorille géant, comme un héros réticent. Avec une référence bien précise en tête, John McClane. L'objectif sera donc d'humaniser le gorille autant que possible. Une autre ambition du réalisateur est de mettre en scène la transformation de Kong en King Kong, raison pour laquelle il charge Matt Alsop de dessiner le personnage assis sur un trône, ce qui deviendra une des images emblématiques du film. Concernant l'aspect conceptuel justement, Wingard s'entoure des directeurs artistiques Tom Hammock, collaborateur fréquent du réalisateur, et Owen Patterson qui fait son retour à la saga après avoir travaillé sur l'opus d'Edwards. Ensemble, ils assemblent donc une équipe de talentueux artistes pour développer l'univers du film, les monstres, les décors et les principales scènes d'action. Concernant Kong, il faut tenir compte d'une donnée importante, le fait que près de 50 ans ont passé depuis Skull Island, ce qui implique par conséquent de légères modifications du design de Kong qui apparaîtra évidemment vieilli. Au programme du relooking, une barbe, une fourrure grisonnante et quelques cicatrices supplémentaires. Une autre référence majeure qui influencera la vision du personnage par Wingard n'est autre que Clint Eastwood. Dans Skull Island, Kong était le Eastwood du bon, la brute et le truand, mais dans Godzilla vs Kong, il est celui d'impitoyable. Épuisé et résigné, mais prêt à se battre si les circonstances l'exigent. Toujours chaud pour péter des gueules, le Kong. En ce qui concerne Godzilla, pour la première fois dans la courte histoire du Monsterverse, le kaiju ferait office d'antagoniste. Tout au long de sa carrière cinématographique, Godzilla alternait entre les statuts de sauveur-protecteur et de monstre agressif. Ici, ce serait donc le second que l'on verrait à l'œuvre. Et Wingard était ravi à l'idée de mettre en scène un Godzilla malfaisant. Petit sadique, va. Contrairement à Kong, le design de Godzilla ne subira absolument aucune modification. Pour Wingard, il était inutile de toucher à un look qui fonctionnait déjà parfaitement. Un parti pris qui fera gagner du temps aux équipes des effets visuels qui pourront ainsi travailler avec le modèle 3D de King of the Monsters. Le look des monstres, c'est ok. Maintenant, on veut les voir se battre. La première image que Wingard eut en tête lorsqu'il commença à concevoir le film représentait un combat entre ces deux monstres stars prenant place dans une grande ville au look futuriste, illuminée par des néons colorés. Et il s'avère que sa vision correspondait parfaitement à un dessin conceptuel de Matt Alsop. La ville en question serait Hong Kong, où se déroulerait le spectaculaire climax du film. Mais Wingard était bien conscient du fait que les spectateurs ne pourraient se contenter d'une seule confrontation. Il fallait au moins un autre combat en cours de film. Et il mit un point d'honneur à ce que celui-ci prenne place dans un environnement inédit, car il était capital d'apporter de la nouveauté et de ne pas proposer un énième combat en pleine ville ou au milieu de la jungle, des décors déjà vus à maintes reprises. L'idée d'un combat sur un porte-avions au milieu de l'océan s'impose alors, offrant pour la première fois un affrontement où Godzilla serait pleinement dans son élément. Emballé par cette idée, Wingard travaille avec l'équipe de Third Floor pour prévisualiser la scène en 3D. Si le côté héros réticent de John McClane a servi d'inspiration pour Kong, Wingard a poussé la référence jusqu'au visuel. Puisque le plan où Kong saute du navire pour éviter le souffle atomique de Godzilla est une reprise à l'identique d'un plan du premier Die Hard. On en revient toujours au classique, hein.
Résultat, cette prévisualisation 3D du combat en pleine mer enthousiasme l'équipe. Parce que chez Legendary, c'est exactement ce qu'on veut, de la nouveauté. Le studio et l'équipe étaient bien conscients qu'ils travaillaient sur le 4e volet d'une saga. Il était donc crucial de ne pas tomber dans la redite basique, sous peine de risquer de lasser le public. Godzilla vs Kong serait donc le film du renouveau. Adam Wingard l'envisage comme un voyage à travers le temps, représenté par deux cadres bien distincts évoquant tour à tour le lointain passé de l'humanité et son avenir. Pour ce qui est du passé, le film allait nous introduire à un tout nouvel écosystème, la Terre creuse, l'environnement naturel des titans. Si le Monsterverse y a fait quelques fois référence dans Skull Island et King of the Monsters, cet opus allait cette fois-ci nous dévoiler ce nouveau territoire étrange. Mais qu'est-ce que la Terre creuse? La Terre creuse, c'est avant tout une théorie scientifique qui suggère que la Terre pourrait disposer d'une surface interne habitable. À défaut d'être prise au sérieux par la communauté scientifique, elle constitue un terreau fertile pour y développer tout un univers fantastique. Ce sont d'ailleurs des écrits de science-fiction comme Voyage au centre de la Terre qui ont participé à la populariser. Wingard commença donc par regarder toutes les adaptations filmées du roman de Jules Verne pour voir ce qu'il pourrait apporter de neuf. Décision est prise de partir dans une direction éloignée des clichés du genre. Exit les habituels cavernes et autres champignons géants. Le réalisateur tenait à ce que le public ait la sensation de pénétrer dans un univers totalement inédit, digne d'une autre planète. Pour y accéder, les personnages devront traverser un vortex. Et Wingard veut faire de ce passage entre deux mondes une séquence psychédélique rappelant 2001 l'Odyssée de l'espace. De l'autre côté, on découvrira un environnement entièrement conçu sur l'intérieur d'une forme ovale où les lois de la physique sont bouleversées, avec une gravité qui fonctionne de manière complètement différente. Et où on trouve bien évidemment toute une flopée de gros monstres. Des gros monstres que les artistes de ADI sont chargés de dessiner en s'inspirant de certains traits spécifiques à Godzilla pour suggérer un lignage commun, que ce soit dans la texture de la peau, les yeux ou les dents. Dans le bestiaire, on trouvera les Warbats ou Nozuki, sorte de gros serpents ailés pas très amicaux, les Hellhawks ou Yoshuma, sorte de mélange entre un hibou et une chauve-souris pas très amicaux, le Rock Critter, sorte de crabe géant avec option camouflage pas hyper amical, et Doug. Ouais, il s'appelle Doug. Une créature inspirée des iguanes des Galapagos, pensée comme le lointain cousin quadrupède de Godzilla. Et qui est pas hyper amical non plus. Ouais, la Terre creuse, c'est un repère de connards. Parmi les recalés du casting, le Shimida, un autre connard avec un talent certain pour le camouflage qui ne ressemblait à rien de connu. De l'autre côté du spectre, il y a Apex, la compagnie high-tech qui représente quant à elle le futur de l'humanité. Le film embrasse cette fois-ci pleinement l'aspect SF de son univers après avoir joué avec dans King of the Monsters. Son QG, situé à Hong Kong, doit être représentatif de sa puissance technologique. Ce sera donc une sorte de pyramide émergeant d'une montagne. Un décor titanesque capable de dissimuler un terrible secret. Car dans l'ombre, Apex développe une arme anti-titan qui pourrait bien se retourner contre l'humanité. Après Godzilla, Mothra, Rodan et King Ghidorah, il ne restait plus qu'un membre des Big Five de la Toho à introduire au sein du Monsterverse. Mechagodzilla. Introduit pour la première fois en 1974 dans Godzilla vs Mechagodzilla, le personnage s'est rapidement hissé parmi les kaiju les plus populaires, apparaissant dans 5 films Toho et 2 longs métrages animés. Et c'est le scénariste Terry Rossio qui insista auprès de Legendary pour que Mechagodzilla soit le big bad du film, une idée qui fut approuvée par le studio. Quant à Wingard, il fut plus que ravi de découvrir qu'il allait avoir l'opportunité de moderniser cette icône importante de la Toho. Et bien évidemment, ce sera plus facile à dire qu'à faire. Des dizaines et des dizaines de variations seront conçues par les artistes, jouant sur des éléments tels que la taille de la tête, la forme des épines dorsales ou la silhouette générale du corps, qu'il soit plus anguleux ou au contraire plus arrondi. Il fallait se montrer digne de la version originale tout en la dopant avec les possibilités technologiques actuelles pour l'amener au niveau supérieur. Et c'est Jared Krzyzewski de Legacy Effects qui parvint à trouver la bonne approche, et ce dès le début du processus. Mais à force de dire à tout le monde de prendre ce dessin pour modèle sans jamais parvenir à faire mieux, Wingard a fini par se rendre à l'évidence, c'était tout simplement le bon dessin. Le Mechagodzilla de Krzyzewski ne serait pas la simple copie robotique de Godzilla, mais la version améliorée, avec une silhouette plus mince et des bras plus longs. Et étonnamment, ce n'était pas la première fois que Krzyzewski travaillait sur Mechagodzilla. L'artiste avait en effet conçu le Mechagodzilla de Ready Player One. Ainsi, lorsqu'il atterrit sur ce nouveau projet, il veillait à adopter une approche entièrement différente, tout en gardant à l'esprit son précédent design afin de ne pas reproduire ce qu'il avait déjà réalisé. C'est fou, non ? Et pendant que tout ce beau monde travaille d'arrache-pied, le scénario de Terry Rossio passe entre plusieurs mains. Celle de Max Borenstein, auteur fidèle du Monsterverse qui a été impliqué sur tous les films, celle du réalisateur Michael Dougherty et son partenaire Zach Shields qui s'était occupé de Godzilla King of the Monsters, et enfin Eric Pearson qui avait quant à lui œuvré sur divers projets estampillés Marvel. Côté casting, le film allait suivre 2 trios de personnages distincts, chacun associé à un titan en particulier. Dans l'équipe Godzilla, on retrouve Millie Bobby Brown qui fait son retour dans la peau de Madison après King of the Monsters. Elle est accompagnée de Brian Tyree Henry et Julian Dennison. L'équipe Kong serait quant à elle menée par Rebecca Hall, Alexander Skarsgård et la nouvelle venue Kelly Hotel, jeune actrice sourde-muette de 10 ans. La distribution sera complétée par Kyle Chandler, Damian Bihir et Isa Gonzalez. Et tout ce beau monde part en tournage. Le 12 novembre 2018, soit près de 7 mois avant la sortie de Godzilla Roi des Monstres, le tournage de Godzilla vs Kong débute à Hawaï, qui servira une nouvelle fois de décor au Monsterverse après avoir figuré dans Godzilla et Skull Island. L'équipe tire ainsi parti de magnifiques décors tropicaux et volcaniques, mais se retrouve à la merci des éléments. Certains lieux que Wingard et ses collaborateurs avaient repérés étant désormais inaccessibles ou complètement altérés à la suite d'éruptions volcaniques.
On pourra remarquer qu'il s'agit là d'un retour aux sources à plusieurs niveaux, car après un King of the Monsters principalement filmé en studio, Godzilla vs Kong marque le retour des prises de vue en décor naturel. Wingard tenait à cette approche pour conférer au film une certaine portée visuelle impossible à répliquer autrement. Concernant la partie visuelle, le directeur photo Ben Serezin souhaite que quelques séquences prennent place pendant la Golden Hour, ce court moment suivant le lever ou précédant le coucher du soleil où la lumière est douce et dorée. Ce pour créer une atmosphère éthérée et stylisée sans tomber dans le tape à l'œil. Une lumière qu'il utilisera donc à Hawaï où se tourne la partie extérieure de la séquence prenant place sur le porte-avions. Pour ce faire, l'équipe investit une piste d'atterrissage désaffectée de l'aéroport Kalaeloa où une partie du décor y est bâtie. L'équipe des effets spéciaux sera quant à elle chargée de simuler les conditions météo en utilisant d'énormes ventilateurs et machines à pluie. Le tournage hawaïen se prolonge jusqu'aux fêtes de fin d'année, puis l'équipe se rend en Australie dès le mois de janvier où elle tournera toutes les séquences en studio. Ainsi, elle investit les studios Village Roadshow dans le Queensland où tous les décors seront construits. Sauf qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'ils ont infiniment plus de décors à construire que de plateaux à disposition. L'organisation doit donc être minutieusement planifiée pour garantir la disponibilité des décors nécessaires dans les délais impartis. Sur place, ils filmeront le reste de la séquence du porte-avions qui prend place sur le pont. Et pour les besoins de la scène, le décor sera immergé dans un bassin de 1200 m3 d'eau et conçu pour être légèrement incliné afin de simuler l'impression que le bâtiment est en train de couler. Parmi les autres décors construits, une partie du temple de Kong et les zones du QG d'Apex nécessitant une interaction avec les acteurs. La salle de contrôle, une partie de la zone de test de Mechagodzilla et une sorte de bunker. Le but étant de toujours disposer d'une base réelle à partir de laquelle les artistes des effets visuels pourraient travailler pour concevoir le reste des décors. Au sein du QG d'Apex, on trouve le crâne d'une des têtes de King Ghidorah, fabriqué en polystyrène par l'équipe artistique. D'un poids de 6 tonnes, il pouvait contenir 20 personnes et sa conception nécessita plusieurs mois de travail. Autre séquence d'importance tournée au sein du studio, le climax hongkongais. Pour les besoins de la scène, c'est une véritable zone de guerre qui sera reconstituée sur un plateau de 3700 m². L'équipe y construit 2 intersections en ruine, place des véhicules en feu et couvre le sol de débris, transformant l'espace en un véritable champ de bataille apocalyptique. Le tournage en studio prend fin en avril, suite à quoi l'équipe se rendra 2 semaines à Hong Kong pour y tourner des séquences de panique avec de nombreux figurants. Et c'est ainsi qu'après quelques mois riches en complications diverses, citons notamment une morsure d'araignée qui envoie le directeur photo à l'hôpital et une infection virale qui contraint 40% de l'équipe à rester en quarantaine pendant une semaine, Et c'est un an avant le Covid, hein. le tournage principal s'achève. La seconde équipe se rend alors au Groenland pour y tourner des plans supplémentaires censés servir d'arrière-plan aux séquences prenant place en Antarctique. Sauf que quand l'équipe arrive sur place, la neige a déjà fondu. Les équipes des effets visuels seront donc chargées de concevoir ces arrière-plans numériquement. Comme s'ils avaient pas assez de pain sur la planche. Car il était évident que Godzilla vs Kong allait compter de nombreuses séquences en imagerie numérique, comprenant la conception de la Terre creuse et les combats entre Kong et Godzilla. Ceci étant dit, avec 900 plans en CGI, cet opus en compterait moins que King of the Monsters qui culminait à 1500. On était plutôt dans la lignée du Godzilla de Gareth Edwards. Pour se partager cette tâche tout de même conséquente, c'est pas moins de 4 studios qui allaient mettre la main à la pâte sous la supervision de John Desjardins. Scanline, Weta Digital, MPC et Luma. Mais comment se partager cette charge de travail? Une équipe par titan? Non, ça n'aurait pas de sens, car comment gérer les séquences où ils apparaissent ensemble à l'écran? Il est donc décidé de répartir les tâches par décor. Et cette fois-ci, c'est Scanline qui mènerait la danse, succédant à MPC sur Godzilla 1 et 2 et ILM sur Skull Island. Et la compagnie mettra 3 de ses studios sur le coup, Los Angeles, Montréal et Vancouver. Généralement plutôt habituées à concevoir des plans de destruction à grande échelle, les équipes de Scanline héritent cette fois-ci d'une tâche autrement plus complexe, créer un personnage capable de transmettre tout un panel d'émotions. Kong. Ils n'avaient rien entrepris d'aussi ambitieux, mais se sentaient de taille à relever le défi. Leur travail commença donc dès la pré-production du film, pour concevoir notamment les modèles 3D de Kong et Mechagodzilla. Pour Kong, ils disposeront du modèle 3D de Skull Island, qu'ils vieillissent en s'inspirant de bodybuilders âgés capables de conserver un physique musculeux malgré les années. L'acteur Alan Henry participera à des sessions de motion capture pour fournir des références aux animateurs, mais toutes les expressions faciales de Kong seraient animées à la main, comme sur Skull Island. Mechagodzilla représenterait quant à lui un énorme défi en termes d'animation, car il fallait trouver le juste équilibre entre sa nature mécanique et un côté purement sauvage, hérité des titans. Mais la priorité pour les animateurs, c'est de s'assurer que Mechagodzilla soit avant tout un gros enfoiré. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Pour Godzilla, l'équipe récupère le modèle 3D de King of the Monsters conçu par MPC et le conserve tel quel, l'adaptant simplement à leur propre moteur 3D. Ils ajoutent cependant une anatomie interne avec des artères et des os qui deviennent visibles lors de son combat avec Mechagodzilla. L'équipe doit donc travailler sur 2 grosses séquences de baston, celle sur le porte-avions et le combat final à Hong Kong entre Godzilla, Kong et Mechagodzilla. Et heureusement pour l'équipe, ce combat était soigneusement détaillé dans le scénario, permettant à tout le monde d'avoir une vision claire de son déroulement. Ouais, parce que quand il y a juste écrit les 3 monstres se battent, de suite c'est plus flou. Dans ces scènes d'affrontement, Wingard veut modifier la façon dont Godzilla se bat, souhaitant lui conférer une animalité qu'il n'avait pas dans les films précédents où il utilisait principalement ses bras pour saisir ses ennemis et son souffle atomique pour les achever. Ici, il veut dépeindre Godzilla comme un animal sauvage qui utilise donc ses griffes, ses dents et sa queue. Parce qu'il faut pas faire chier Godzilla.
Pour ce qui est de la grammaire visuelle de ces séquences, à l'origine, Ben Serezin tenait à s'imposer certaines limites, concevant des plans dynamiques mais réalistes pour ne pas tomber dans le piège de la caméra virtuelle omnisciente. Ainsi, au début, il approche chaque scène en se posant la question « Comment ferions-nous si nous tournions cette scène pour de vrai ?» Mais il se rend rapidement compte que ce n'est pas l'approche idéale pour mettre en valeur les combats de kaiju. Il décide alors de suivre un autre principe et de les filmer comme s'il filmait des personnages humains. Quand c'était possible, l'équipe de Scanline fit cependant en sorte d'ancrer les plans dans un certain réalisme avec une référence tangible, imaginant que la caméra se trouve par exemple sur un hélicoptère ou sur le bras de Mechagodzilla. Et concernant l'animation, l'un des principaux enjeux est de trouver le juste milieu pour gérer la vitesse des titans. Des mouvements trop rapides risqueraient de faire perdre la sensation de gigantisme, mais s'ils sont trop lents, cela compromettrait le dynamisme de ces scènes. C'est donc un équilibre délicat à maintenir à chaque instant. Au total, ce sont 390 plans répartis sur 17 séquences que Scanline produira. Du côté de Weta Digital, il y a environ 250 plans à fournir, comprenant notamment les séquences sur Skull Island, en Antarctique et dans la Terre creuse, pour lesquelles ils conçoivent les modèles 3D des monstres dessinés par ADI. L'équipe de MPC devra quant à elle travailler sur le premier round du climax hongkongais, 177 plans quand même, où Godzilla et Kong se battent sans Mechagodzilla au milieu. Ils eurent donc pour mission de concevoir cette version numérique fantasmée de Hong Kong. Et pour y arriver, Pierre Lefebvre, le superviseur des effets visuels de la boîte, emmena son équipe sur le terrain durant un mois entier pendant la pré-production. Là, ils capturèrent le plus de références possible, filmant les bâtiments et les rues sur 360 degrés, et également depuis un hélicoptère pour avoir le point de vue des titans. Et pour ce qui est du combat entre les deux monstres, les équipes s'inspirent de différents arts martiaux, mais aussi de prises de catch. Ah tiens! Ils étudient également le parcours pour permettre à Kong d'évoluer dans cette jungle de béton. Là aussi, la vitesse est de mise, mais sans exagération. Et une des techniques mises en place par Wingard pour gagner en dynamisme fut tout simplement de ne jamais montrer les monstres se relever après s'être pris un coup. Dès que l'un d'entre eux est à terre, on coupe directement sur l'agresseur pour que l'action ait l'air plus rapide qu'elle ne l'est réellement. Une fois la séquence finalisée, ils fournissent le modèle 3D du Kong blessé à Skyline pour le combat final. Enfin, la compagnie Luma travaillera essentiellement sur des arrière-plans, effets atmosphériques, interface holographique, etc. Sur la séquence du prologue par exemple, si l'action principale est gérée par Skyline, Luma ajoute des extensions de décors, des foules numériques, des véhicules en mouvement et divers effets de destruction. De petites choses, mais qui font la différence en donnant véritablement vie à une séquence. Pendant ce temps, Josh Schaeffer se charge du montage après avoir œuvré sur Skull Island. Et Tom Holkenborg, alias Junkie XL, compose la bande originale, passant après les talentueux Alexandre Desplat, Henry Jackman et Bear McCreary. Une BO où, contrairement à l'opus précédent, on ne retrouvera pas le thème original de Godzilla. Un choix pleinement assumé par Wingard, qui adopte un discours bien différent de celui de Michael Dougherty. Pour lui, ce thème est avant tout celui du Godzilla de la Toho, qui est un personnage différent de celui du Monsterverse. Il estime donc que l'utilisation de ce thème musical serait hors de propos au sein de son film, et préfère partir dans une autre direction. Et il faut avouer que ça se tient, même si on pourrait lui répondre qu'en soi, le Godzilla de la Toho n'a pas toujours été le même de film en film. Mais toujours est-il que c'était le Godzilla de la Toho. À l'origine, la sortie du film était prévue pour mars 2020, le but étant de surfer sur l'énorme succès théorique de King of the Monsters. Sauf que les choses ont pris une tournure imprévue. Il s'avère en effet que King of the Monsters, sorti pendant la post-production de Godzilla vs Kong, il a pas super bien marché. On pourrait même parler d'un terrible échec. Avec 387 millions récoltés au box-office mondial, soit 142 de moins que le premier Godzilla, le film n'a convaincu ni le public, ni la critique. Pas le méga flop historique, mais quand même. Et surtout, c'était vraiment pas le moment de se vautrer alors que la saga était en pleine expansion. Car ce King of the Monsters, il était avant tout pensé pour faire monter la pression avant le combat entre Godzilla et Kong. S'il se vautrait, c'était le Monsterverse lui-même qui se vautrait d'une certaine manière. Du coup, il est fort possible que suite à cet échec, Legendary ait décidé de revoir un peu ses plans. Car on apprend en effet en novembre 2019, soit quelques mois après la sortie de King of the Monsters, une fois que le dernier clou a été planté dans le cercueil, que le film est désormais décalé à novembre 2020 pour profiter des fêtes de Thanksgiving. Une décision très probablement prise suite à un gros brainstorming de l'équipe qui s'est sans doute dit qu'elle allait devoir retravailler tout ça pour éviter de répéter les erreurs du précédent. Et ce décalage sera accueilli avec joie par les différentes équipes des effets visuels qui pourront donc bénéficier de ce gain de temps pour finaliser les plans sans partir en panique générale. Parce que c'était un peu chaud de tout faire dans les temps. Et puis en début d'année 2020, comme ça, sans prévenir, le Covid-19 débarque. Et en mars 2020, le monde est confiné et les cinémas ferment. Comme quoi, mars 2020, c'était vraiment pas une bonne idée, hein. En juin 2020, constatant que la situation s'améliore pas des masses, Warner Bros décide de redécaler le film. Cette fois-ci pour le 21 mai 2021. Et puis, en novembre, on apprend que le film pourra bien sortir directement en streaming. Les salles de cinéma souffrant d'une baisse de fréquentation causée par la pandémie. Netflix a même fait part de son intérêt à la Warner, proposant un chèque oscillant entre 200 et 250 millions de dollars pour diffuser le film en exclusivité sur sa plateforme. Un deal que Warner refuse. Bien joué Warner, les salles de cinéma vaincront. Car elle souhaite en réalité sortir le film sur HBO Max, sa propre plateforme de streaming. Ah. La nouvelle est officialisée en décembre 2020. Le film sortira en simultané au cinéma et sur HBO Max, où il sera disponible pendant un mois. Un modèle que le studio comptait appliquer à Wonder Woman 84 dès la fin du mois de décembre et à toutes ses sorties majeures de 2021. Dune, Matrix Resurrections, The Suicide Squad, etc. Et là, beaucoup de monde monte au créneau, parce que Warner s'est bien gardé d'en parler aux premiers concernés, les réalisateurs et les studios partenaires. Dans notre cas, Legendary, qui envisage carrément de poursuivre le studio en justice. Ce dernier n'ayant fourni que 25% du budget du film, prendre une décision pareille sans les informer, c'était un peu
peu fort de café comme on dit. Mais les deux studios parvinrent finalement à trouver un terrain d'entente à base de pognon. Rien de mieux pour résoudre les conflits. Godzilla vs Kong arrive donc enfin sur les écrans de cinéma et de télévision le 31 mars 2021 aux États-Unis, juste après sa sortie internationale le 24 mars. Et ça marche plutôt pas mal. Si les critiques sont mitigées, le film rapporte un total de 470 millions de dollars dans le monde, soit 83 millions de plus que King of the Monsters. Pas le carton de la décennie, mais une amélioration notable et surtout un véritable miracle compte tenu de cette période post-Covid compliquée pour les salles de cinéma. Et pour ce qui est de sa diffusion sur HBO Max, c'est également un gros succès, le film battant le record du nombre de vues sur la plateforme depuis son lancement un an plus tôt. Ainsi, malgré un budget de 200 millions de dollars frais marketing compris, Godzilla vs Kong est une affaire rentable, rassurant Legendary et Warner. Leur Monsterverse en avait encore sous le capot. 5 ans après la fin de Roi des Monstres, Godzilla revient et il fait la gueule. Le monde assiste en effet à une violente attaque du kaiju sur la baie de Pensacola. Cette attaque n'est-elle guidée que par une agressivité animale jusqu'alors inconnue de la part du monstre, ou serait-elle en lien avec les sombres activités de l'entreprise Apex? Au même moment, Apex lance justement une expédition vers la Terre Creuse, le territoire des Titans, dans laquelle Kong servira de guide. Une expédition dont l'objectif secret est en réalité d'obtenir une source d'énergie capable d'alimenter le projet secret d'Apex, Mechagodzilla. Entre Godzilla, Kong et cette nouvelle menace d'origine humaine, le combat va pouvoir commencer. Eh ben, il en a fait du chemin le Monsterverse, mais il a pas pris la meilleure des directions. Le Godzilla de Gareth Edwards, malgré ses imperfections, tirait pleinement parti du talent de son réalisateur pour offrir de nombreuses séquences mémorables, portées par sa mise en scène immersive, son sens aigu du suspense et une superbe esthétique apocalyptique. Influencé par le succès de la trilogie The Dark Knight, Legendary souhaitait miser sur une approche terre-à-terre et grave, approche qui participa beaucoup à faire de ce Godzilla une expérience unique en son genre. 3 ans plus tard, Kong Skull Island partit dans une autre direction, plus régressive, résultant en un divertissement pulp et coloré. Et 2 ans plus tard, Godzilla Roi des Monstres tenta de combiner le meilleur des deux mondes, proposant un divertissement visuellement coloré tout en conservant une certaine gravité, et dont la mise en scène cherchait parfois à s'inspirer de la grammaire visuelle naturaliste d'Edwards, mais au sein d'un univers qui paraissait bien éloigné du premier film. La veine réaliste était cette fois-ci délaissée au profit d'une direction artistique over the top, qui n'avait plus grand chose à voir avec la vision originale d'Edwards et Legendary. Une vision qui consistait en gros à répondre à la question « Que se passerait-il si des kaiju évoluaient dans le monde réel ?» Et si cette vision est morte, Godzilla vs Kong n'est rien de moins qu'un clou de plus dans son cercueil. Avec Adam Wingard à la barre, on pouvait s'y attendre, le réalisateur n'étant pas spécialement connu pour son sens de la subtilité. Godzilla vs Kong se présente donc avant tout comme un divertissement décérébré qui va vous donner ce que vous êtes venu chercher. Godzilla et Kong qui se battent. Si les combats des films précédents vous ont laissé sur votre faim, Wingard a cette fois-ci fait le maximum pour offrir des affrontements généreux et sans fioritures. Oubliez donc toute notion de mystère, oubliez les jeux de silhouettes, oubliez le trop-plein d'effets atmosphériques. Ici, on va voir les monstres. La mise en scène adopte donc une approche à l'opposé de celle d'Edwards, et on ressent pleinement cette volonté de filmer les titans comme s'ils étaient des personnages humains. Résultat, on y perd énormément en impact visuel tant la sensation de gigantisme omniprésente dans le premier opus et qu'on retrouvait également dans le second paraît désormais lointaine. La mise en scène de Wingard abandonne ainsi cette rigueur visuelle consistant à s'imposer certaines limites pour le bien de l'immersion, laissant sa caméra libre de tout mouvement. Un comble quand on pense que le réalisateur a fait ses premières armes au sein d'un mouvement cinématographique qui misait sur le naturalisme et qui transformait les contraintes en atouts. Alors oui, c'est généreux, oui, on voit ce qui se passe, on discerne l'action sans aucun problème, mais le couac, c'est que ça manque cruellement de personnalité. Le film est donc plutôt fade, la plupart des séquences semblent être en pilotage automatique, ce qui fait qu'on trouve bien peu d'âme dans cette mise en scène désincarnée. Si on pouvait reprocher pas mal de choses à la mise en scène de Dougherty sur King of the Monsters, toujours est-il qu'il y avait des partis pris, il y avait une vision. Ça n'a pas fonctionné certes, mais un réalisateur qui tente des choses et qui échoue a selon moi infiniment plus de mérite qu'un autre qui ne prend aucun risque. Ici, tout semble avant tout guidé par une constante volonté d'efficacité de blockbuster lambda. Après, tout n'est pas acheté non plus et on peut trouver ici et là quelques plans particulièrement dynamiques, comme celui qui suit le vaisseau qui débarque en plein milieu du combat entre Kong et Godzilla. Un plan qui résume d'ailleurs à lui seul les intentions de mise en scène de Wingard. On est dans un grand 8 qui fonce à toute allure, là où Edwards cherchait avant tout à poser une ambiance pour nous faire frissonner. Et ce parti pris se ressent également de par la durée du métrage, qui se conclut au bout d'1h44. Si Wingard évoque un parti pris personnel, il n'est cependant pas difficile d'y percevoir une directive de Legendary suite à l'accueil glacial réservé à Godzilla Roi des Monstres, qui culminait à 2 heures. Le studio a très probablement insisté pour que le film ait le rythme le plus soutenu possible, en faisant de ce fait l'opus le plus court du Monsterverse. Parce que ça n'a vraiment pas l'air d'être un simple parti pris, le film semble avoir subi pas mal de coupures. Pourquoi engager un acteur du calibre de Lance Reddick et se contenter de lui donner 2 répliques le temps d'une seule scène? Même chose pour Kyle Chandler d'ailleurs, qui est à peine mieux loti. Faire revenir son personnage n'a strictement aucun intérêt si ce n'est pour l'acteur de toucher un gros chèque. Après on sait bien que les personnages ont jamais été le fort de la saga, mais de là à faire de la figuration à 2 acteurs chevronnés... C'est bizarre cette histoire.
Comme on l'a évoqué, le film a subi une post-production un poil chaotique suite à l'accueil de King of the Monsters, ce qui a conduit Wingard à devoir alléger le récit. Beaucoup de scènes ont ainsi été coupées, et des acteurs ont vu leur performance drastiquement réduite comme Lance Reddick et Eiza Gonzalez quand ils ne se sont pas retrouvés tout simplement coupés au montage comme Jessica Henwick. En résulte une galerie de personnages qui reste malgré tout trop conséquente et globalement toujours aussi fade. C'est même pire que dans King of the Monsters parce que là ils essaient même plus de faire quelque chose avec. Comme dit précédemment, le film nous fait suivre deux trios de personnages évoluant en parallèle. Il y a la team Godzilla menée par Madison, son pote geek et un podcasteur conspirationniste, et la team Kong avec deux scientifiques et une jeune rescapée de la tribu de Skull Island. Et autant tout ce qui entoure Kong est plutôt plaisant à suivre, autant l'intrigue avec Madison tient plus de la corvée. Le trio étant tout bonnement insupportable, peu aidé par une direction d'acteurs aux fraises et une écriture en roue libre qui se contente de multiplier les Deus Ex Machina pour les faire avancer. Parce qu'apparemment, 3 bolos peuvent pénétrer dans le bâtiment le plus sécurisé du monde sans aucun problème. Faudra revoir la sécurité chez Apex, hein. Et puis le personnage du conspirationniste, autant ça pouvait être marrant avant Covid, autant maintenant c'est plus flippant qu'autre chose. Et le tout est bien évidemment saupoudré d'un humour tout aussi mauvais et encore plus lourd à bas de plafond que dans l'opus précédent. C'est d'autant plus dommage que cette intrigue, qui aboutit à la découverte de Mechagodzilla, avait tout pour développer la thématique qui se trouve au cœur du film. Si c'est bien le combat entre Godzilla et Kong qui est mis en avant par le titre, l'humanité prendra également part au combat sous la forme de Mechagodzilla. Cette lutte d'une humanité désœuvrée et effrayée, impuissante face aux titans mais incapable de se résigner à rester passive, quitte à provoquer sa propre destruction, regorge de thématiques riches qui auraient mérité d'être pleinement explorées. Mais non. Le film ne fait rien de ces thématiques sous-jacentes, se souciant simplement d'orchestrer un combat spectaculaire, parce que la réflexion n'a pas sa place ici. En ce qui concerne l'intrigue évoluant autour de Kong, c'est clairement dans ces séquences que le film est le plus réussi, Wingard accomplissant sa mission de faire de Kong un personnage attachant et émouvant. Un résultat que l'on doit beaucoup aux magiciens des effets visuels, qui ont à nouveau fait un travail formidable sur le regard du singe, lui conférant une personnalité qui a pour effet de nous investir émotionnellement dans chacune de ces scènes. Une chose avec laquelle la saga du Monsterverse ne nous avait pas forcément habitués. Pour aider les animateurs à concevoir les séquences où Kong utilise le langage des signes, le coordinateur des effets visuels Robin Williams, oui, c'est son vrai nom, s'appuiera sur le savoir-faire de sa copine Laura, experte dans ce domaine. Ainsi, elle sera filmée en train de signer chaque expression utilisée par Kong, offrant aux animateurs une référence précise pour retranscrire les mouvements sur le singe géant. N'empêche que la copine du coordinateur VFX est un tel talent, c'était peut-être un signe. Une réussite qui passe également par la relation touchante entre Kong et Jia, parfaitement interprétée par la jeune Kelly Hotel. Et au-delà de l'aspect émotionnel, point de vue narratif, c'est également l'intrigue la plus intéressante, car elle nous promet l'exploration de la Terre creuse, la découverte des origines de Kong et d'un nouvel écosystème. Y a de quoi s'investir un minimum. Sauf que dans les faits, c'est un peu la douche froide, avec des promesses qui ne sont tout simplement pas tenues. La Terre creuse regorge de potentiel, qu'il soit visuel, narratif ou même thématique. Mais le film ne fait strictement rien de tout ça. Le gâchis est énorme. Une fois que Kong et les personnages débarquent dans ce nouveau décor, on se contente simplement d'avancer en ligne droite vers le temple de Kong. C'est à peine si on entreaperçoit quelques créatures en cours de route. Est-ce là aussi la faute de potentielles coupures survenues pendant la post-prod? Rien ne l'indique, à part les fabuleux dessins conceptuels des artistes. Sauf qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces dessins qui sont conçus avant tout pour dépeindre une créature ou l'ambiance d'un décor, pas forcément toute une séquence. Mais toujours est-il qu'on a l'impression de ne faire qu'effleurer ce nouveau lieu si prometteur, ce qui est quand même bien dommage. Pour ce qui est de la direction artistique maintenant, j'avoue que je suis qu'à moitié convaincu. Si quelques idées visuelles sont assez sympas, je peux pas m'empêcher de regretter les dessins conceptuels qui dépeignaient un univers cauchemardesque, alors qu'ici on a juste l'impression d'être sur la version Wish de Pandora, sans travail de mise en scène pour instaurer une quelconque atmosphère. Un gâchis. Mais alors que retenir de ce Godzilla vs Kong? Déjà, on peut reconnaître que le côté jouissif et régressif des affrontements entre Godzilla et Kong fonctionne plutôt bien. Encore heureux. Et Wingard tient sa promesse d'offrir aux deux titans l'occasion de briller. Si c'est Godzilla qui ressort vainqueur de son combat contre Kong, le singe se rattrape en achevant Mechagodzilla. On s'amusera aussi à trouver ici et là quelques références visuelles volontaires ou non au film original de la Toho, comme les différentes façons de faire voyager Kong, ou quand Kong enfonce le manche de sa hache dans la gueule de Godzilla. C'est pas une métaphore, hein, bande de dégueulasses. À l'image du cinéma de son réalisateur, Godzilla vs Kong est un film généreusement débile, qui se trouve à des années-lumière des ambitions de Gareth Edwards, que ce soit d'un point de vue visuel ou narratif. Mis à part une sous-utilisation honteuse de la Terre creuse, il faut cependant reconnaître que le film tient son cap et ses promesses. Sauf que quand on fait la promesse de livrer un divertissement bas du front et oubliable, on se retrouve avec un divertissement bas du front et oubliable. De quoi on parlait déjà ? Après ce succès commercial, il était inévitable que Legendary finisse par relancer les hostilités, car la Terre creuse avait encore bien des secrets à révéler, que ce soit sous la forme d'un film ou de séries télé. Concernant le film, Wingard avait déjà une idée de la façon dont il approcherait cette potentielle suite. Il voulait délaisser les personnages humains pour continuer de mettre les titans au premier plan, car au fond, ce sont eux les vraies vedettes. Parlons maintenant concours.
Pour gagner l'exemplaire numéro 1 de ces superbes lingots Godzilla et Mechagodzilla, répondez par mail aux 3 questions suivantes. En quelle année est sorti le tout premier film Godzilla? Dans quel film de la Toho est apparu pour la première fois Mechagodzilla? Dans Godzilla vs Kong, quel est le nom de la compagnie qui crée Mechagodzilla? Envoyez vos réponses à concoursubjectivementobjectif@gmail.com avant le 25 novembre, date à laquelle je procéderai au tirage au sort et contacterai le gagnant dans la foulée. Et un grand merci au site Fanatic pour leur collaboration. Si vous aimez les goodies axés culture pop, n'hésitez pas à y faire un tour, leur catalogue est vraiment cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, vous achetez un superbe t-shirt John Michael Advertising, et je vous dis à bientôt, salut!